Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Vous le savez peut-être, ça fait depuis quelques années que j'ai atteint l'autonomie totale en légumes grâce aux productions de mon potager. Et du coup, dans cette vidéo, on va faire le bilan de l'année 2024. On va voir mes échecs et mes réussites, sachant que l'année 2024 aura été ma pire année au potager. Ça a vraiment été des conditions très difficiles cette année, et pas que pour moi, pour beaucoup de gens également, et sûrement aussi pour vous. Et du coup, dans cette vidéo, on va faire un compte rendu de tous mes stocks pour pouvoir passer l'hiver. C'est-à-dire qu'on va voir, je vais vous montrer absolument tout. Vous allez tout voir de A à Z, tous mes stocks, mes différentes méthodes de conservation. Et également, je vais vous expliquer ce que je mange en ce moment au potager. Et également, on va ramasser dans cette vidéo une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Alors, comment se porte le potager? Eh ben, ça pousse très très bien. Là, à savoir qu'en ce moment, je ne m'en occupe plus trop. Je le laisse fonctionner en autonomie. Je suis pas trop du genre à être esclave de mon potager. Et du coup, ben là, il y a énormément de légumes, malgré qu'on soit en novembre, grâce à ma technique de rotation de culture. Là, en ce moment, quasiment tous les soirs, ben, je mange du chou. Du chou. Alors là, j'ai du chou de Bruxelles. Là-bas, j'ai du chou frisé, j'en ai partout. J'ai également du chou d'Aubenton, le chou perpétuel, même si lui, il tire un peu la tête. En fait, cette année, c'est pas une année à chou parce que là, il y a pas mal de parasites, il y a pas mal de chenilles, il y a pas mal de tout un tas de joyeusetés. Donc du coup, ils sont pas très beaux les choux, hein, franchement, les choux de Bruxelles. Alors après, ils sont comestibles, hein. Il faut juste enlever ce qui est moche, voilà, les petites peaux mortes et tout, on lui fait une petite manucure. Et après, ben, ils sont comestibles, c'est juste qu'ils sont pas très beaux. Après, comme je vous le dis souvent, ben, c'est pas parce qu'un légume est moche qu'il n'est pas comestible, hein. Donc voilà, de temps en temps, j'enlève des chenilles. Mais sinon, à part ça, ça va. Il y a quelques petits parasites aussi. Mais après, bon, il y en a certains, ça va un peu moins bien. Après, c'est la vie, hein, malheureusement. Tout ne fonctionne pas toujours comme sur des roulettes. Donc bon, voilà, tous les soirs, je mange du chou. Alors, pas que du chou, parce que moi, je mange 2 légumes de familles différentes par repas. Alors, du chou avec parfois de l'oseille, parfois de l'oignon. L'oignon que j'ai récolté cette année. J'ai également des fans d'oignons qui arrivent, avec l'oignon rocambole qui est dans la serre. Donc voilà, du chou, de l'oignon, de l'oseille et d'autres plantes comme ça aromatiques. Parfois je mets un peu des feuilles de capucine, ça permet d'épicer les plats, ça c'est pas mal. Donc voilà, quelques feuilles de capucine. Donc voilà, tous les soirs, voilà, du chou. En fait, pour le cuisiner, c'est très simple. Dans l'eau, des pâtes ou du riz, je mets le chou, je le coupe en petits morceaux, je le mets dedans, les pâtes et le riz, ça cuit avec le chou. D'ailleurs, parfois, les pâtes et le riz, ça prend la couleur du chou. Et après, du coup, c'est délicieux. Ça permet de cuisiner rapidement et facilement, sans se prendre la tête. Et tous les midis, c'est soit blettes, soit haricots violets. Donc voilà, là, les haricots, ils ont fini de produire. J'ai ramassé une grosse cagette hier. Et donc maintenant, ben, il n'y a plus grand-chose. Là, c'est fini pour les haricots. Et l'oseille, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le manger de 2 façons différentes. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je sépare la partie tige et la partie feuille. Je mange la partie tige comme du céleri et la partie feuille, je le mange comme des épinards. Bon là, ces feuilles, elles sont un peu moches. Mais voilà, là, j'ai pas mal grignoté tous mes pieds de blettes. Là, on peut voir. Là, j'ai pas mal mangé. Et il y en a encore plein encore à manger. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai de l'autre côté. J'en ai partout. Donc là, franchement, il y a de quoi. Et voilà, grosso modo, ce que je mange en ce moment. Quand ce sera fini, je vais bientôt pouvoir, dans les semaines qui vont venir, ici changer d'alimentation et manger du mesclun. Alors ça, le mesclin, c'est vachement bien. On coupe à la base et on mange comme ça les feuilles. Moi, je vous conseille de les manger avec de la sauce César. Alors là, c'est délicieux. Si vous pouvez la faire vous-même, c'est encore plus délicieux. Voilà, le mesclin, vous coupez toujours à ras et ça revient à chaque fois. Et ça revient jusqu'au printemps. Quand les températures commencent à monter, là, le mesclin arrive en fleurs. Et là, il n'est plus comestible. Mais sinon, là, ça se mange tout l'hiver. Et ça, c'est vachement bien. D'ici décembre environ, je vais bientôt pouvoir manger les radis noirs. Alors là, les radis noirs, ceux-là, ils sont encore un peu petits, mais ceux de la serre, je pense d'ici décembre, ils seront prêts. Il faut attendre qu'ils s'épaississent un peu. Je pense vers mi-fin décembre. Si ça fait comme l'année dernière, ça sera vers mi-fin décembre. Donc voilà, là-bas, il y a des poireaux perpétuels. Ben ça, je peux déjà les manger maintenant, mais je les laisse grossir encore. Là, pour les manger, c'est hyper simple. On coupe ici et tout ça, ça se mange. Tout ça, ça se mange. À savoir que si la partie est un peu charnue, vous pouvez le couper finement et le manger comme ça. Sinon, vous pouvez le faire également en lactofermentation. Et au bout de 1 mois ou 2, ben, ça commence à être beaucoup plus digeste parce que ça peut être un peu coriace, le haut des feuilles. Mais là, le bas des feuilles, ça c'est tendre, c'est délicieux.
Et voilà, là il y a les poireaux que j'avais plantés également, ça ce sont des poireaux classiques. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'était des véritables cure-dents quand je les avais plantés. Et là, bah, ils se sont bien épaissis. Franchement, ils se sont bien épaissis, je suis assez content, ils ont la taille de crayon maintenant. Ils ressemblent plus à des cure-dents. Alors que ceux-là, que j'avais plantés en même temps, exactement de la même taille, eux ils ont pas trop donné bizarrement. Là ils sont toujours de la même épaisseur cure-dent. Donc là voilà, il faut que je désherbe un petit peu. Mais là ceux-là ils ont pas trop donné sur cette bande de culture, je sais pas trop pourquoi. Mais alors eux, ça va nickel. Les cultures s'enchaînent, chaque repas ne se ressemble pas forcément. Mais là je vous avoue qu'en ce moment, on mange un peu toujours la même chose, parce que le potager d'été est fini. Mais ça va vite changer parce que avec la rotation et l'échelonnement des cultures, ça va vite évoluer. Alors voilà grosso modo ce que je mange. Là très prochainement, je vais pouvoir également manger aussi les poires de terre qui sont là-dessous, là sous cette plante-là. Poires de terre Yacon. Très prochainement je vais pouvoir en manger. Là j'ai de l'oseille partout dans le jardin. Ça j'en mange sans retenue. Bon il faut pas trop en manger parce que à cause de l'acide oxalique je crois. Une fois que j'aurai fini les poires de terre, j'ai des topinambours qui poussent dans tout le jardin. J'ai des topinambours là, topinambours là-bas, j'en ai partout qui poussent. Donc ça fait, au bout de chaque topinambour, il y a normalement un seau de légumes. Après ceux qui sont là, ils sont un peu à l'ombre toute l'année. Donc eux, je pense pas qu'il y ait un seau, mais j'en ai d'autres dans le jardin qui, eux, ils sont énormes. Donc là, c'est vraiment un seau de légumes. Là-dessous, j'ai des crosnes du Japon. Qui là, il va falloir que je nettoie cette bande et que j'aille les chercher, ils sont sous terre. Donc là, bientôt aussi également. Donc ouais, hein, ça continue de produire pas mal. Franchement, il y a de quoi. Et puis surtout, je vais vous montrer les stocks et là, vous allez voir que j'ai pas mal rattrapé mon retard. Alors, voyons mes stocks, la partie congélation. Et bien là, mes deux congélateurs là sont pleins à ras-bord. À ras-bord, il n'y a plus de place. Là maintenant, je suis officiellement devenu picard. Là, c'est plein de légumes du potager. Alors là, j'ai des prunes que j'ai ramassées cette année. Mais là, surtout, j'ai des haricots violets. Haricots violets là-bas. Là, faut savoir que c'est des gros sacs, hein, des sacs de 3 litres, donc ça fait pas mal de repas. Là, j'ai des tomates, là, plein de sacs de tomates partout jusqu'au bout là. Tomates. Là, ce sont des graines, des petits pois que j'ai ramassés cette année pour les ressemer l'année prochaine. Je les mets au congélateur pour pouvoir tuer les champignons et les potentiels insectes qui peuvent être à l'intérieur. Comme ça, au moins, ils seront fin prêts. Là, on peut voir haricots violets. Tomates. Là, il y a des prunes également encore. Faut savoir que les prunes, parfois, je me fais des repas sucrés-salés. C'est délicieux avec les prunes. Là, on peut voir haricots violets, tomates. Là, carottes. Il y a encore des carottes au fond. Ça, ce sont des barquettes de ratatouille là, ratatouille en dessous. Plein de ratatouille. Donc là, franchement, nickel. Là, ici, haricots derrière, haricots ici, toujours des sacs de 3 litres. Et regardez-moi ça, ils sont... Encore j'ai des grandes mains, mais ils sont énormes. Ça fait plusieurs repas, plein de repas. Là, voilà, en fait tout ça c'est que des haricots. Là, ici, j'ai des oignons du potager que j'ai ramassé avec vous. Là, ici, ce sont les petits pois que je ramasse avec les cosses. Parce que les cosses sont comestibles également, donc voilà. Là, il y a des carottes. Là, ça, ce sont les mûres que j'ai ramassées cette année avec vous aussi. Là, ce sont les tomates cerises. Là, ça doit être de la ratatouille. Là, on peut voir que c'est blindé de chez blindé. Maintenant, voyons l'autre congélateur. Alors là, lui aussi, il est blindé. Là, j'ai haricots violets ici. Regardez, ça, c'est des gros sacs, hein. Haricots violets là, j'ai des carottes, des tomates là, sûrement des carottes encore derrière. Donc là, comme on peut le constater, en fait, les haricots, c'est vraiment essentiel dans son potager. C'est vraiment très productif. Là, les congélateurs seraient beaucoup plus vides s'il n'y avait pas de haricots. Donc c'est pour ça que chaque année, je fais pousser des haricots. J'ai toujours poussé des haricots violets parce qu'ils n'ont pas de fil. Ça, c'est très important parce que du coup, on a juste à les rincer et à les mettre directement au congélateur. Ça permet de gagner du temps. C'est vachement intéressant. D'ailleurs, je propose les graines sur mon Tipeee si jamais vous êtes intéressé. Quand vous faites un don pour avoir un sachet de graines, vous marquez je veux ça et je vous l'envoie directement. Donc voilà, ça c'est les haricots violets, ils sont vraiment super bien. Et là, pareil pour les tomates. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que cette année, j'ai fait pousser 4 variétés de grosses tomates. Les tomates Kumato, les tomates noires de Crimée, les tomates ananas et ma propre variété, les tomates PC, personne ne connaît, que j'ai sélectionné pendant plusieurs années. Et bien là, on peut voir que toutes les tomates que j'ai dans mes stocks, elles sont toutes rouges. Là, elles sont rouges là.
Voilà, elles sont rouges également ici. Là, toutes les tomates, elles sont rouges. Alors que pourtant, j'ai fait pousser des tomates ananas qui sont jaunes, et j'ai fait pousser des tomates noires de Crimée qui sont noires, et des tomates Kumato qui sont noir-rouge. Là, quasiment toutes les tomates sont rouges. Sans ma propre variété de tomates, j'aurais beaucoup moins de stock. C'est pour ça que je reproduis cette variété chaque année, parce qu'elle est vraiment très productive. Malgré de certaines mauvaises années, du coup, ça rattrape. Et là, au dernier étage, j'ai des carottes et j'ai également du pesto que je fais moi-même avec les aliments du jardin. Alors là, celui-là, j'ai sûrement fait avec des fan d'ail. Donc, je mélange fan d'ail, noix du jardin avec parmesan. Et là, je fais du pesto et je le mets en fait dans des bacs de glace que je congèle. Voilà. Et comme ça permet de les conserver et de conserver le pesto hyper longtemps. À savoir que là, vu que mes 2 congélateurs ici sont pleins, et également j'ai le congélateur du frigo qui lui aussi est plein à craquer. Alors bien évidemment, je ne fais pas que de la congélation, j'ai fait également mes propres bocaux. Là, vous avez la totalité de tous les bocaux que j'ai. Alors c'est essentiellement de la lactofermentation, comme ici. Ça, voilà, concombre lacto-fermenté avec de l'ail et des herbes aromatiques. Là, c'est délicieux. Ça, c'est le plus gros bocal de la marque Le Parfait. Il est énorme, je sais pas combien de litres il fait. Voilà, concombre lacto-fermenté. J'ai également ici des cornichons aigre douce. Voilà. Ça, c'est délicieux également, les cornichons aigre douce. Mélange sucré-salé. Là, ici, j'ai du chou lacto-fermenté. Voilà. Pour faire des bonnes choucroutes. Ça, c'est délicieux également. Donc, comme on peut le voir, j'ai pas mal de bocaux qui sont datés de 2023. Comme par exemple, voilà, c'est le gros là. Voilà. Année 2023. Parce que dans mon cheminement de consommation, en fait, je mange d'abord en priorité les légumes du potager. Après que les légumes du potager, ça soit fini, et en attendant que les prochains poussent, je mange après les légumes des congélateurs. Pourquoi après les légumes des congélateurs? C'est parce qu'en fait, il faut que je termine les stocks des congélateurs le plus rapidement possible pour pouvoir économiser sur ma facture électrique. Pour après, je puisse débrancher le congélateur et le nettoyer. Et après, pour finir, je termine sur les bocaux. C'est pour ça que l'année dernière, je suis pas arrivé à terme de tous mes stocks de légumes. Donc c'est pour ça qu'il me reste encore des bocaux de l'année 2023. Donc ouais, j'en ai encore pas mal. Et voilà, en fait c'est essentiellement du concombre et du chou, mes bocaux, parce que les concombres ça se congèle assez mal et du coup ça me permet voilà de faire des cornichons, des concombres lacto-fermentés, c'est pas mal. Et du chou parce que j'en produis énormément du chou. Là voilà, du chou j'en ai là. Donc voilà, essentiellement concombre et chou. Concernant l'autonomie en viande et en protéines, là malheureusement je ne suis pas autonome à 100%. En fait je suis seulement autonome à 50%. Je mange environ 4 œufs de poule par jour, 4 œufs tous les midis. Et là je vous avoue qu'en ce moment j'en ai un peu marre, même si je varie les recettes et les techniques pour pouvoir les cuisiner, là j'en ai un peu marre de manger des œufs tous les jours. Donc là j'ai un peu diminué, je suis plus à 3 œufs. Et parfois il y a certains jours où je me fais des steaks hachés. Mais ouais, c'est sûr que je peux pas être autonome à 100% tant que je fais pas de l'élevage et que je tue pas mes propres animaux. Et ça, c'est plutôt assez compliqué, surtout quand on habite en ville, c'est pas quelque chose qui est assez courant. Concernant les poules, actuellement j'en ai 4. La moitié, ce sont des poules de réforme. Le gros avantage des poules de réforme, c'est qu'en fait, elles sont vendues au bout de 18 mois, car elles ne sont plus assez intéressantes pour la production des œufs. Donc du coup, elles sont bradées et elles sont vendues pour presque rien. Donc c'est un avantage parce qu'elles pondent beaucoup d'œufs quand on les a. Et puis le deuxième gros avantage, c'est que vu qu'elles ne sont pas élevées dans de bonnes conditions au départ, vu qu'elles viennent de l'agriculture intensive, elles ne vivent pas très longtemps. Et c'est un avantage parce que quand on a des poules vieilles qui ne pondent plus, ça devient trop une charge pour devoir s'en occuper parce qu'elles ne sont plus assez intéressantes dans la production. Là ici chez moi, c'est un peu une maison de retraite pour poules, c'est-à-dire que j'ai une bonne partie de mon terrain. Là, toute la partie ici, la partie forêt, est dédiée aux poules. Et du coup, là, toute cette partie-là, elles sont en liberté totale. Après, quand il pleut beaucoup et quand il y a des mauvaises conditions climatiques, là, je les range, je les mets dans la volière là. Mais sinon, elles sont en liberté totale et du coup, ça fait qu'elles pondent énormément d'œufs. Parce que là, elles se nourrissent des fruits quand ils tombent au sol. Elles se nourrissent aussi de tout un tas de vers, tout un tas d'aliments protéinés qu'il y a au sol. Et là, du coup, elles font le plein de vitamines. La plupart du temps, une poule produit un œuf par jour, la plupart du temps. Donc en tout, avec mes 4 poules, je suis sûr d'avoir minimum 3 œufs par jour. Grand minimum, parce qu'en ce moment, elles ont plus tendance à en produire 4. Ça a tendance à se freiner en été, quand il y a de fortes chaleurs. Quand il y a une forte canicule, ça se freine. Mais par contre,
tout le reste de l'année, elles produisent presque chacune un œuf par jour, quoi. Avant, j'avais plus de poules, mais vu que malheureusement, je prends majoritairement des poules de réforme, mais j'en ai beaucoup qui sont mortes ces derniers temps. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse plus tard un réassort. Je pense quand il me restera que 3 poules, là, j'en rachèterai au moins 3 autres, des poules de réforme, et du coup, ça permettra de combler le cheptel. Là, ici, elles sont vraiment très heureuses. Elles trouvent toute la nourriture dont elles ont besoin, et beaucoup d'espace. Concernant la serre, ici, j'ai des oignons rocambole, ici et là. Eux, je mange les fans pour aromatiser mes plats. Là, j'ai du mesclin qui sera prêt dans quelques semaines environ. Pareil pour celui-là. Là, j'ai des radis noirs d'hiver qui, eux, seront disponibles d'ici fin décembre environ, si ça fait comme l'année dernière. Là, j'ai de la mâche. Là, c'est la première année où j'en fais, donc on verra bien ce que ça va donner. Et j'ai du chou un peu partout. Là, j'ai du chou perpétuel, le chou de Menton, que je mange toute l'année. Là, il s'est fait un peu manger, donc je vais le tailler et puis je vais le laisser repartir. Et d'ici quelques semaines, quelques mois même plutôt, là je commencerai déjà à en manger une bonne quantité jusqu'aux cultures d'été. Là j'en ai fait une bouture ici, je ferai sûrement d'autres boutures un peu partout. Et voilà. Maintenant on va parler de l'échec de cette année. Bon, l'échec de cette année c'est ça, voici tout mon stock de courges de conservation. C'est vraiment pas terrible. À savoir que là cette année j'ai raté les potimarrons, ils sont tout petits. Là, il reste plus que ça, donc là, c'est plus très intéressant. Je les garde pour pouvoir garder les graines, mais sinon, ce n'est plus intéressant, malheureusement. Là, ça, ce sont des courgettes Athena Polka, les courgettes jaunes. C'est la seule variété de courgettes que je fais pousser dans mon potager. Je les ai laissées arriver à maturité totale pour qu'elles se transforment en courges. Donc voilà, courgettes Athena Polka, courgettes jaunes. Et comme vous pouvez le remarquer, parmi mes courgettes jaunes, j'ai une courgette blanche. Alors, comment ça se fait ? Vu que je fais mes graines moi-même, il est possible que l'année dernière, malgré ma technique où je scotche les fleurs entre elles pour pouvoir garder la même identité génétique, il est possible qu'il y ait eu une erreur et qu'il y ait eu une hybridation entre un pâtisson et une courgette jaune. Et ça a donné cette courgette-là. Donc voilà, cette année, j'ai eu la surprise d'avoir un de mes pieds de courgette qui donnait des pâtissons, des pâtissons en forme de courgette. Donc bon, ça fait, c'est un gros bébé quand même parce qu'il pèse plus de 3 kilos, donc franchement nickel. Et ouais, voilà, ça c'est tout mon stock de courgettes, tout mon stock de courges de conservation. Avec tout ce que je viens de vous montrer, normalement je suis 100% autonome en légumes jusqu'au milieu du printemps. Après, il y a d'autres cultures qui vont prendre le relais. Bon, il y aura toujours le mesclin qui lui se récolte jusqu'à ce qu'il monte en fleurs, c'est-à-dire jusqu'à l'été. Il y aura toujours le chou de Menton qui lui se récolte toute l'année, la blette également quasiment toute l'année. Mais après, il y a d'autres cultures. Il va y avoir les carottes qui seront fin prêtes pour pouvoir enchaîner. Après, il va y avoir les navets. Les navets, c'est au milieu du printemps qu'ils seront prêts. Ils sont là. J'avais fait un semis ici, mais il a raté. Et après, il y a d'autres plantes également. Là-bas, il y a les petits pois qui seront disponibles. Là, j'ai fait un semis de petits pois le long du grillage. Et plus tard, je ferai un semis de petits pois ici, là où il y a les haricots violets. En fait, pour l'instant, je ne fais pas de semis ici, pour la bonne raison que pendant tout l'hiver, cette zone-là est entièrement à l'ombre. Là, tel qu'on peut le constater, c'est entièrement à l'ombre. Donc là, je ne fais pas de semis qui arriveront plus tôt. C'est pour ça que je ferai les semis, par exemple, de fèves dans la serre, et je les implanterai, par contre, vers le début du printemps. Je les implanterai ici, je les implanterai sur cette bande-là, là et de l'autre côté-là, de chaque côté du grillage. Et du coup, je mangerai des petits pois et des fèves pendant une bonne partie du printemps jusqu'à l'été. Je fais pousser également des salades, et ça toute l'année, que ce soit au potager ou dans la serre. Je privilégie de faire pousser des salades de couleur, car elles intéressent en moyenne moins les limaces que les salades bien vertes. Mais malheureusement, j'ai quand même des salades qui ont disparu. Alors, je vais essayer de vous en trouver. Voilà, là il y en a une. C'est tout ce qui en reste. Donc même en faisant attention, il y a quand même des salades qui disparaissent. Là, j'en avais une ici également qui a disparu. Là, j'ai aussi planté des blettes ici, un peu partout, des blettes violettes. Donc on va voir ce que ça a donné. Elles sont encore très petites. Je pense d'ici le printemps, je devrais pouvoir les récolter. Pareil pour l'ail. Là aussi, d'ici le printemps, je vais pouvoir le récolter. Mais là, l'ail, je récolte quasiment tout l'hiver parce qu'en fait, je coupe régulièrement ici le sommet des plantes. Je coupe régulièrement le sommet des feuilles. Comme ça va permettre de faire grossir le bulbe. Et après ça, je m'en sers pour aromatiser mes plats ou en faire du pesto. C'est vraiment très bon.
Maintenant, on va remplir la fameuse cagette de légumes. Alors, je ne vais pas la remplir entièrement parce que je n'ai pas assez de place pour pouvoir tout stocker. Je vais seulement la remplir avec les choux de Bruxelles du jardin. Bon, c'est une maigre récolte. Une fois nettoyée, je pense que ça remplira même pas un sac de 5 litres. Surtout qu'il y en a certains que j'ai récoltés un peu trop tard. En fait, si je les ai retirés, c'est parce que ça permet aussi à la plante de pouvoir la soulager pour lui permettre de produire encore plus. J'aurais pu remplir la cagette à ras-bord avec de la blette, du chou frisé, etc. Mais je préfère en fait manger directement du potager à l'assiette. C'est-à-dire, avant de manger, je viens chercher ce dont j'ai besoin. Et après, je mange directement du potager à l'assiette. Ça permet de conserver un maximum de vitamines. Alors quand je dis que je suis 100% autonome en légumes, en vérité, on est deux à la maison à ne pas avoir acheté de légumes. On est deux à manger quasiment que des légumes du potager. C'est juste que vu que la personne avec qui je vis mange des fois sur son lieu de travail, je préfère dire que je suis seul à être autonome, par souci d'honnêteté, et puis surtout aussi quand on invite des invités, ils mangent bien évidemment que des légumes du potager chez moi. Et puis aussi à savoir que de temps en temps je jette des légumes. J'ai des légumes que je laisse pourrir sur pied ou que je laisse traîner, parce que je n'ai pas les possibilités de pouvoir les stocker ou de pouvoir m'en occuper, donc du coup il arrive que je perde aussi des légumes. Concernant l'autonomie en féculents, là par contre ça bien sûr je ne suis pas autonome, il faudrait avoir un champ entier pour pouvoir produire suffisamment de féculents pour toute son alimentation. Surtout qu'en plus cette année au final je n'ai pas récolté mes pommes de terre, c'est-à-dire qu'elles sont encore là sous terre. Là j'ai mes patates douces que je vais bientôt récolter, je pense la semaine prochaine avec vous, voir ce que ça a donné. Là j'en ai là, j'ai des patates douces ici. Celle-là, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi à cet endroit, elle pousse super bien. Ça fait des énormes stocks. Je vous mettrai d'ailleurs une photo si j'en retrouve une photo ici. Mais là, à savoir que l'année dernière, tout le repas de Noël pour 14 invités ou 13 ou je sais plus, on l'a fait qu'avec les légumes du jardin et les patates douces du jardin. Donc voilà. Ici, là, j'ai toujours aussi plein de pommes de terre. Il va falloir que je ramasse, qui sont là-dessous. Mais ouais, cette année, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Rien qu'en désherbant, on tombe déjà sur les pommes de terre. Vous voyez, elles sont là. Il y en a partout. Tout ça, il va falloir que je ramasse. Sur cette planche de culture là également, rien qu'en désherbant, on en trouve. Là, on les voit. Il y en a pas mal. Faudrait que je me dépêche de les ramasser avant qu'elles pourrissent d'ailleurs. Ah oui, il y en a pas mal d'ailleurs celle-là. Elle tire un peu la tête. Vous voyez, c'est plutôt des bonnes patates ça. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. En ce moment, il y a également des citrons. Là, on peut voir citron yuzu. Ça, j'en récolte de temps en temps. Vous voyez, ils sont pas encore jaunes parce qu'en fait, pour qu'ils deviennent jaunes, il faut qu'il y ait un changement drastique de température. Donc, ils sont pas devenus jaunes, mais là, ils sont bons. Ils sont comestibles. Donc voilà, je mange tout avec les citrons. Je mange également la peau qui va avec, vu que c'est du bio et qu'il n'y a pas de pesticides dessus. Je mange tout. Et en fait, pour manger la peau, ce que je fais, c'est que je la réduis en morceaux, je la broie et puis je la mets pour aromatiser mes plats, ou alors je la mets dans mes yaourts nature, c'est délicieux. Donc voilà, petit citron, j'en ai un peu partout. Là, je les récolte au fur et à mesure. Et puis là, bientôt, je vais avoir les kumquats qui vont arriver. Là, on les voit. Sans parler que je récolte également aussi des noix de mon noyer qui est juste là. Dans les années qui vont suivre, je vais également pouvoir produire des petits fruits, même dans cette période de l'année, comme ici une arbouze. Mais là, pour l'instant, mes arbousiers sont encore petits. Voilà, l'arbousier, c'est l'arbre aux fraises, qu'on appelle ça. Là, regardez, bonne petite arbouze. Mais pour l'instant, voilà, ils sont encore pas assez développés pour pouvoir en produire en grosse quantité. C'est déjà ça. Ici aussi, j'ai une haie avec des goyavés du Brésil feijoa, qui normalement produisent à cette période de l'année. Mais comme on peut le voir, ils sont encore trop petits pour pouvoir produire les premières goyaves. Mais dans les années futures, ça va arriver en très grosse quantité. J'ai également très récemment fait l'acquisition ici d'un plaque minier qui est planté à côté de mon potager, qui va pouvoir produire une bonne quantité de feuilles, qui va créer de l'humus au potager et les produira des kakis normalement à cette période-là de l'année où nous sommes actuellement. Mais pour l'instant, il est encore jeune, il va falloir attendre quelques années. Voilà, plaque minier, demi-tige, et je lui ai mis du BRF, bois raméal fragmenté des pousses de cette année. Et du coup, il va pouvoir partir dans de bonnes conditions sans avoir trop de compétition au niveau des herbes indésirables.
Bien sûr, tout l'hiver, je vous ferai un suivi de mes stocks pour voir l'évolution et voir comment tout se consomme au fur et à mesure du temps. Et comme vous avez pu le constater, mon potager continue de produire toute l'année. Et du coup, je vous ferai également un suivi du potager, de mes différentes récoltes. Ça sera très intéressant. Comme vous avez pu le constater, dans mes stocks, il n'y a ni piment, ni poivron, ni aubergine. En fait, comme je vous ai expliqué, cette année aura été ma pire année au potager. Je n'ai pas assez produit pour pouvoir en stocker suffisamment. Là, j'ai tout consommé cet été et le peu qui me restait, je l'ai utilisé pour faire les ratatouilles que je vous avais montré en début de cette vidéo. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez la liker pour m'encourager à continuer. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la stratégie que je vais mettre en place pour cet hiver pour pouvoir fabriquer mon propre terreau et ça en très grosse quantité.